merci d'être présent. On a la chance aujourd'hui d'avoir Philippe Pucheral avec nous. Philippe Pucheral qui est professeur d'informatique à l'Université Versailles-Saint-Quentin, dans un laboratoire et dans une équipe qui est également labellisée INRIA, et qui s'appelle Petrus. C'est ça. S'appelait avant Smith. Smith, voilà. Qui travaille sur des sujets dont un certain nombre vont être déplorés par Philippe là aujourd'hui, en particulier des sujets de gestion de la donnée personnelle, de cloud personnel et de gestion de la privacy associée. On a Philippe qui aussi a des activités dans une petite entreprise qui vient d'être créée, une start-up qui s'appelle Handcare, qui est un peu instanciée, il va nous en parler, je suis sûr. Et qui instancie un peu ces sujets-là sur des sujets un petit peu de données médicales et données personnelles dans le domaine médical, social. Voilà. Et donc, je lui passe la parole pour cette petite heure de présentation et de questions. À toi l'honneur. Ok, très bien. Merci Matrice pour cette introduction et puis pour l'invitation. Je crois savoir en fait que le précédent séminaire, celui du mois dernier, c'était déjà quelqu'un du même laboratoire que moi, en fait le directeur de David. Donc vous allez décidément tout savoir sur le laboratoire David. Donc effectivement, comme l'a dit Patrice, je suis membre de l'équipe Petrus, donc qui est équipe commune entre l'INRIA à Saclay et l'Université de Versailles. Et donc effectivement, dans cette équipe, on travaille beaucoup sur le cloud personnel, puisque le nom de l'équipe même veut dire Personal and Trusted Cloud. Okay. Et donc je vais commencer par une introduction, mais très rapide, sur les enjeux qui sont liés à la protection des données personnelles. Je ne vais pas faire toute une diatribe sur les GAFA, elles sont là et donc il faut faire avec. Mais malgré tout, rappeler quelques faits qui sont quand même importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'évidence, et un petit nombre de plateformes sont capables donc de maintenir quasiment un monopole sur l'exploitation des données personnelles, avec certaines d'entre elles, même si ce n'est pas extrêmement visible sur mon transparent ici, mais des sociétés par exemple comme Axiom, mais pour ne citer que celle-là, donc qui sont capables de construire des profils extrêmement précis sur les individus. Donc typiquement, là vous voyez, si vous arrivez à lire, des profils qui contiennent plus de 3000 attributs sur absolument toutes les thématiques, que ce soit des opinions politiques en passant par la santé, par la religion, par les habitudes d'achat, de consommation. Tout est vraiment couvert, avec des scores différenciés en fonction typiquement des capacités d'achat ou de niveau de vie. Et tout ça pour des centaines de millions d'utilisateurs. Donc voilà, ça c'est la réalité de ces plateformes, avec un risque évident d'intermédiation. Et le risque, il est également sociétal, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse construire des profils qui sont extrêmement précis, ça permet de personnaliser les services, ce qui, d'un certain point de vue, est une bonne chose. Mais la personnalisation, ça a également comme impact possible la discrimination dans l'accès à ces services. Typiquement, lorsqu'on veut accéder à des assurances, des prêts bancaires, là, le profil peut devenir gênant. L'autre élément où il peut devenir gênant, c'est le fait que quand on utilise ces profils pour donner, par exemple, sur un moteur de recherche, des réponses qui sont plus appropriées, c'est bien l'objectif du profil et on en profite. Si vous avez utilisé, par exemple, Google et Quant, vous voyez la différence de précision dans le résultat de la requête. Les requêtes de Google, comme elles profitent justement de cet accès au profil, elles vont mieux répondre à votre requête. Mais d'un autre côté, elles vont vous présenter le web sous un prisme qui est restreint en fait au groupe auquel vous êtes censé appartenir. Donc il y a un effet positif de précision du résultat et puis un effet de restriction en fait, de votre fenêtre que vous avez sur le web. Bon, autre type de comportement ou d'application qui peut être encore plus gênante, c'est des applications par exemple de surveillance entre les particuliers eux-mêmes. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de sites comme Intellius aux États-Unis, où en fait, moyennant finance évidemment, vous pouvez accéder à ce genre d'informations sur qui que ce soit, au prétexte de tout naturellement savoir quand même avant d'employer quelqu'un dans sa société ou d'embaucher une nurse qui va s'occuper de vos enfants, voir quelles sont les habitudes de vos voisins. Tout ça est accessible pour quelques dollars
pour accéder à ces profils. Ça s'appelle comment, excuse-moi? Intellius. Donc le nom de la société, mais ce n'est pas la seule, hein, est ici. Donc vous pouvez faire une recherche sur le web et vous allez voir, c'est assez éloquent. Y compris en France? Non. Pas en France, parce que je pense que ça ne serait pas légal, mais aux États-Unis, ça l'est. Et donc il y a ce genre de société qui se développe. Et puis il y a aussi, sur le marché des données personnelles, il y a des sociétés qui vont faire l'inverse, c'est-à-dire, comme Reputation Defender, qui vous proposent de vous abonner, toujours moyennant finance. Et ces sociétés-là vont scruter le web et vont vous faire des rapports en disant, ben voilà le genre d'informations qui sont accessibles sur vous en croisant telle et telle source. Et ensuite, s'il y a des informations qui vous gênent, vous pouvez payer la société pour qu'elle fasse les démarches pour l'effacement. Donc vous voyez que c'est vraiment tout un marché qui s'organise autour de ces données personnelles. Bon. Les risques, ils sont aussi liés au fait que de plus en plus, des données personnelles sont récupérées par différents objets de l'Internet des objets. Hein. On prévoit en 2020, mais on a déjà quasiment atteint ces chiffres, de l'ordre de 80 milliards d'objets connectés. Et donc là, c'est des objets connectés dans le monde de la domotique, c'est le petit objet que vous avez sur la ceinture et qui compte le nombre de pas que vous faites par jour, etc. Et donc là, ce que j'ai montré sur ce dessin, par exemple, c'est le genre d'informations qu'on est capable d'extraire d'une courbe de charge de compteur électrique intelligent. Alors ne me fais pas les gros yeux, Georges, ça n'est pas un compteur Linky. Ça, c'est extrait d'une étude qui avait été faite par des chercheurs allemands qui se sont branchés donc, directement en sortie d'un smart meter et qui arrivent donc dans cette trame à identifier en fait tous les appareils électroménagers et à quel moment ils se déclenchent. Et donc ça donne une vision quand même extrêmement précise des activités d'un individu. De la même façon, si on cherche à analyser par exemple l'historique de déplacement, si vous êtes utilisateur comme beaucoup d'une application comme Waze, eh bien très rapidement vous allez pouvoir identifier avec une probabilité quasiment égale à 1 hein, où habite la personne, où elle travaille. Est-ce qu'elle va plutôt à l'église, à la mosquée ou à la synagogue? Est-ce qu'elle va régulièrement dans tel hôpital ou telle clinique? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay. Bon. Heureusement, l'Union européenne vient de se doter quand même d'une réglementation qui est très protectrice quant à l'exploitation des données personnelles. Donc là, je fais référence à la réglementation, le RGPD, dont tout le monde a entendu parler, puisque vous devez recevoir en permanence des mails qui vous disent d'accepter des conditions pour se mettre en conformité avec ce nouveau règlement. Alors, dans ce nouveau règlement, il y a énormément de choses. Hein. C'est un texte qui est très touffu, mais ce qu'on peut retenir, du moins ce qui va nous intéresser dans la présentation qui suit, c'est tout d'abord un renforcement de ce qui existait déjà dans la directive de 1995, quant à la transparence de la collecte d'informations et à l'obligation pour le responsable du traitement de récupérer un consentement qui est explicite et éclairé sur la finalité de cette collecte. Bon. Donc ça n'a pas changé, ça s'est juste renforcé. Les éléments qui sont nouveaux, c'est par exemple tout ce qui porte sur la responsabilité, ou l'accountability en anglais, du responsable de traitement. Donc le responsable de traitement, typiquement, va avoir l'obligation, quand il développe son système, de prendre en compte ce principe de privacy by design dont vous avez certainement aussi tous entendu parler, c'est-à-dire prise en compte de la protection de la vie privée des individus dès la conception du système. Bon. L'obligation de mettre en œuvre une série de contre-mesures de sécurité, de tenir un registre pour notifier tous les incidents. Et ce qui change fondamentalement ici, c'est que jusqu'à présent, quand on voulait exploiter des données personnelles, on faisait une déclaration à la CNIL, qui était préalable, c'était la déclaration préalable, c'était son nom. Et donc la CNIL se prononçait a priori, avant que l'exploitation ne démarre, sur les traitements. Là, c'est l'inverse, il n'y a plus besoin de faire une déclaration préalable, mais par contre, le responsable de traitement peut être contrôlé à tout moment pour s'assurer qu'il respecte bien le RGPD. Donc d'un certain point de vue, il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de tous les responsables de traitement et qui est très dissuasive. D'autant plus que les amendes qui sont susceptibles d'être données sont extrêmement importantes puisqu'elles vont jusqu'à 4% du chiffre mondial de l'entreprise. Troisième point important qu'on trouve dans le nouveau RGPD,
c'est de nouveaux droits pour les personnes, donc notamment le droit à l'oubli. C'est-à-dire que s'il y a une information que vous considérez comme compromettante qui est détenue par une administration ou une entreprise, vous avez le droit de demander son effacement. Enfin, vous faites une requête, hein, et si cette requête est considérée comme valide, c'est-à-dire que si elle ne s'oppose pas non plus à un droit à l'information, par exemple, eh bien, vous pouvez obtenir gain de cause et que l'information soit supprimée. Vous avez un droit d'accès renforcé aux informations, et puis surtout, enfin, quand je dis surtout, ce n'est pas qu'il est plus important que les autres, mais dans un contexte de cloud personnel dont je vais parler, il est évidemment fondamental, c'est ce qu'on appelle le droit à la portabilité, c'est-à-dire que vous pouvez exiger de toute entreprise ou administration qui détient des données sur vous qu'elle vous les restitue dans un format qui est intelligible par un ordinateur. Donc c'est extrêmement important parce que vous pouvez récupérer ces données et les mettre dans une base de données, typiquement. Ce droit à la portabilité, il existe également dans la loi Le Maire pour une République numérique, qui est aussi assez récente, hein, et qui est complété dans cette loi Le Maire par un droit à l'auto-hébergement. Donc ça veut dire que, typiquement, quelqu'un qui vous fournit un accès Internet ne peut pas s'opposer à ce que vous installiez un serveur chez vous, qui ait une adresse IP fixe et qui soit accessible de l'extérieur. Donc depuis la loi Le Maire, vous avez ce droit à l'auto-hébergement. Et donc, en fait, cette double législation, elle va permettre aux individus donc, de récupérer une copie, ce n'est qu'une copie, hein, mais de récupérer une copie des données personnelles qui sont détenues sur elles et de les gérer sous leur contrôle. C'est ça qui change fondamentalement. Alors, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont déjà en cours, notamment aux États-Unis. Peut-être avez-vous entendu parler du Blue Button ou Green Button. Le Blue Button, c'est une application en fait, qui est installée dans tous les hôpitaux et cliniques qui vous permet par un simple clic de récupérer donc, le fragment de votre dossier médical qui est détenu par cet hôpital ou cette clinique. Le Green Button, c'est la même chose, mais pour les données de consommation énergétique. Bon. En Angleterre, enfin au Royaume-Uni, vous avez à peu près la même chose. Il y a une initiative gouvernementale qui regroupe à la fois des industriels et des associations de consommateurs, qui s'appelle MiData, dont l'objectif donc, est de récupérer des données qui sont assez généralistes. C'est-à-dire il y a des données énergétiques, il y a les données de crédit bancaire, il y a les données d'utilisation de son smartphone, il y a les données de santé. Et donc l'objectif, c'est qu'on puisse mettre ces données ensemble et qu'un consommateur, typiquement, puisse comparer les différentes offres. Voilà comment est présentée l'initiative MiData. En France, on a également un mouvement qui s'appelle le Self-Data, qui est soutenu par la FIN, la Fédération Internet Nouvelle Génération, et qui a différents projets qui vont globalement dans le même sens, donc qui sont tous sous le couvert d'un chapeau qui s'appelle Mes Infos. Et donc dans Mes Infos, il y a Mes Infos Santé, il y a Mes Infos Énergie, etc. Toujours dans l'objectif donc, de récupérer ces données personnelles. Et donc grâce à ces services, on peut imaginer, on peut conceptualiser, disons, un principe de cloud personnel. Donc dans la suite de ma présentation, je vais plutôt utiliser le terme PDMS pour Personal Data Management System, parce que je vais m'intéresser justement aux aspects plus architecture et gestion des données. Donc quel est l'objectif d'un cloud personnel ou d'un PDMS? C'est de pouvoir donc récupérer tout son patrimoine numérique, quelle qu'en soit la source, et de pouvoir du coup beaucoup mieux gérer le cycle de vie de ces données, entre le moment où on a collecté l'information, où on l'a stockée, où on l'exploite et potentiellement jusqu'où on l'a détruit. Et vous voyez qu'en fait, ce cloud personnel, il va être alimenté par ce qu'on appelle des silos d'information qui étaient jusqu'à présent relativement étanches. Si je prends l'exemple d'Alice ici, son cloud personnel va pouvoir être alimenté par son opérateur de télécom, sa banque ou ses banques, son employeur, son hôpital et ainsi de suite. Mais elle va pouvoir également l'alimenter par un certain nombre de documents qui sont sur son PC, par des photos qui sont prises de son smartphone ou de son appareil photo, de ses capteurs domotiques, et ainsi de suite. Et toutes ces données, il faut faire l'hypothèse, évidemment, c'est ce que représente le petit carré rouge ici, qu'il y a un équipement sécurisé qui va permettre de protéger cette information, qui va lui donner la liberté de l'exploiter au moins de façon locale, mais qui doit aussi lui permettre de la partager avec d'autres individus.
voire de participer à des requêtes globales pour faire, par exemple, des traitements big data. Ça, c'est l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un cloud personnel? En fait, il y a beaucoup de choses qui restent à inventer. Hein. Donc là, on est plutôt dans l'expectative de ce qui pourrait être fait. Mais à minima, déjà, le fait d'avoir rassemblé tout son patrimoine numérique, ça permet de mieux le maîtriser et donc de bénéficier d'outils puissants de recherche. Donc on pourrait imaginer, par exemple, un Google Desktop qui permette de rechercher des informations dans son patrimoine numérique. On peut imaginer des outils de visualisation de masse de données pour avoir une meilleure perception, par exemple, de l'évolution de sa consommation électrique ou l'évolution de tel ou tel phénomène. Et donc, on peut également imaginer de faire ce que j'ai appelé ici du personal big data, c'est-à-dire d'utiliser des outils big data appliqués à ses propres données. Donc, par exemple, on pourrait imaginer de croiser des données qui sont issues de différents appareils de Quantified Self avec des données issues de mes habitudes alimentaires, avec des données issues de mes examens biologiques. Ou alors de croiser, pour optimiser mon budget, mes tickets de caisse avec mes factures, avec mes relevés bancaires et d'autres types d'informations. Au-delà du personal big data, qui est un usage personnel, on peut imaginer de faire du big personal data, c'est-à-dire du big data, mais sur des données qui appartiennent à une grande population d'individus, chacun contribuant par l'intermédiaire donc de son cloud personnel pour contribuer à des études épidémiologiques, études économiques, et ainsi de suite. Bon. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, c'est tout ça, on en parle. Est-ce que ça a une réalité? Est-ce qu'un jour, ça va vraiment se produire? Ou est-ce que ça fait partie des choses qui vont disparaître dans comme beaucoup d'autres rêves? Ce qu'on peut constater, c'est que, du moins dans la littérature académique, le problème disons, de gérer de façon, en préservant la vie privée des individus dans les bases de données, c'est un problème qui n'est pas tout jeune. Là, j'ai cité peut-être un des papiers les plus emblématiques pour ceux qui sont dans la communauté base de données, qui est Hippocratic Database. C'était un travail qui avait été fait par le centre de recherche d'IBM à Baden, qui pour la première fois s'est posé la question de concevoir des serveurs de base de données qui soient capables de respecter la législation en vigueur en termes de protection des données personnelles. Vous voyez, ça remonte à un certain temps, et c'était déjà un challenge technologique à l'époque. Bon, nous-mêmes, dans notre équipe, on avait fait un travail sur on avait proposé, disons, ce qui pourrait être considéré un peu comme un ancêtre de cloud personnel, qu'on avait appelé Personal Data Server, qui était un embryon, en fait, de ce que j'ai présenté précédemment. Et puis, un certain nombre d'autres travaux ont suivi cette tendance. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que ça a plutôt obtenu un succès d'estime, c'est-à-dire académique, et ça a eu du mal à sortir au-delà de ça. Et puis, assez récemment, il y a des gens dont la parole porte et qui ont justement fait porter la parole du personnel, du cloud personnel. Notamment en 2015, Serge Abitboul a publié dans la Communication of ACM une présentation de ce que devrait être un Personal Information Management System, donc ce cloud personnel et tout le bénéfice qu'on pourra en tirer. En 2018, c'est beaucoup plus récent, ça date même d'une lettre ouverte de Tim Berners-Lee qui date de septembre 2018, qui s'appelle donc « Un petit pas pour le web » et qui fait un constat un peu amer sur la façon dont le web a évolué et qui fait à son tour la promotion d'un cloud personnel. Ils ont développé au MIT donc un système open source de cloud personnel qui s'appelle Solid et il vient de lancer une start-up donc, qui s'appelle Inrupt, dont l'objectif donc, est de faire vivre ce système open source. Bon. En France, il y a également un certain nombre de startups qui se développent autour de ce même paradigme de cloud personnel, notamment Cozy Cloud, Elixir, Lima et d'autres. Donc on peut quand même raisonnablement imaginer que ça va réellement se déployer. Alors là, j'ai mentionné quelques challenges à résoudre autour du cycle de vie des données personnelles qui sont assez généraux. Donc autour du cycle de vie, ça veut dire en commençant par la collecte,
il y a des problématiques non triviales de pouvoir récupérer de façon automatique toutes les données personnelles d'un individu sur les différents sites qui possèdent cette information. La possibilité de récupérer ces données à partir d'objets de l'IoT. Une fois que les données sont collectées, il faut être capable de les nettoyer, de les intégrer, de faire ce qu'on fait habituellement avec un système d'information, de faire de l'indexation sémantique de ces données, de faire de l'analyse de données, mais tout en conservant ce principe de privacy by design, d'être capable de détruire les données, ce qui est non trivial non plus. Et puis il y a tout un tas de problématiques de recherche qui sont liées à la sécurité ou à la protection de la vie privée. Donc là, j'en ai cité un certain nombre. Un des premiers, ça concerne la façon dont on va modéliser le contrôle d'accès et d'usage. Donc qu'est-ce que c'est que le contrôle d'accès et d'usage? C'est la façon dont un individu va exprimer sa politique de partage. Qui est autorisé à voir quelles données et qu'est-ce qu'il est autorisé à faire sur ces données une fois qu'il les a acquises. Bon. Donc habituellement, dans les systèmes d'information, on utilise des modèles qui sont largement établis, comme, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les modèles DAC, AIRBAC, MAC, qui sont des modèles très centralisés où il y a un expert en sécurité qui va définir les rôles des différents individus et les prérogatives associées à ces rôles. Là, on va devoir faire ça, mais avec un individu lambda qui n'est pas un professionnel et qui n'est pas un informaticien. Et donc, il y a beaucoup de propositions pour aider cet individu naïf, en quelque sorte, à exprimer ses règles de partage en utilisant, par exemple, des outils issus du Web of Trust, en disant, si, par exemple, je fais confiance à mes amis, je devrais faire confiance aussi aux amis de mes amis. Et donc, ça peut générer de façon automatique des règles de partage. On peut aussi imaginer des outils d'IA qui disent si j'ai l'habitude de partager tel type d'informations avec tel groupe de personnes, eh bien, je pourrais en définir des règles un peu systématiques, et ainsi de suite. Donc il y a un travail conséquent sur cet aspect, faciliter le travail donc, de définition d'une politique de contrôle d'accès. Autre problématique, c'est le chiffrement des données. Typiquement, si on veut récupérer par exemple des données de l'IoT, et les récupérer de façon sécurisée, ça veut dire qu'on va mettre du chiffrement pour garantir que la donnée elle ne peut pas être captée par qui que ce soit et que c'est une donnée qui est originale. Et donc ça veut dire être capable de faire de la cryptographie à bas coût, adaptée à ces différents objets. Il faut également trouver des techniques de chiffrement qui soient adaptées à l'archivage. C'est-à-dire qu'une fois que mes données elles vont être intégrées dans mon serveur personnel, il faut que je sois capable de construire une archive pour me prémunir contre une panne, typiquement. Et se pose la question de comment je restaure la clé qui permet de déchiffrer cette archive. La question est simple, mais la réponse elle est un peu moins. Je reviendrai sur ce point plus tard. Il y a beaucoup de travaux sur l'anonymisation donc, qui sont liés à l'amélioration du compromis entre protection et utilité, puisque vous savez qu'anonymiser une donnée, c'est simplement rendre sa réidentification plus complexe. Et pour faire ça, eh bien, toutes les techniques qu'on utilise consistent à dégrader la qualité de cette information. Bon. Et donc, si on dégrade la qualité de l'information, certes, on améliore l'anonymisation, mais on dégrade en même temps l'utilité de la donnée. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui portent là-dessus, des travaux qui portent sur la capacité d'anonymiser des données avec des algorithmes décentralisés, donc éviter que tout le monde recentralise son information pour aller l'anonymiser. Des travaux qui portent sur la personnalisation de l'anonymisation. C'est-à-dire que l'anonymisation, généralement, on la fait avec des règles qui s'appliquent de façon uniforme à tout le monde. Bon, vous avez certainement tous entendu parler, par exemple, du cas anonymat. Ça veut dire que je vais faire en sorte de masquer les données d'un individu parmi K-1 autres, que cet individu devienne indistinguable d'une population, d'un groupe de cas. Bon. Eh bien, on peut imaginer qu'en fait, ce cas, il ne soit pas commun à tous, mais qu'en fonction de la sensibilité de différentes personnes, eh bien, on puisse adapter le cas à chaque individu. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui sur la differential privacy, évidemment. Et puis, beaucoup de travaux sur les calculs distribués pour faire ce que j'ai appelé donc, du big personal data sans dévoiler les données de chaque individu. Et puis, des problématiques liées aux architectures. Et ça, je vais le développer, puisque c'est quand même beaucoup là-dessus que notre équipe travaille. Je vais insister sur ces éléments-là dans la suite. Si jamais vous avez des questions pendant que je parle, n'hésitez pas à m'interrompre. Je sais que souvent, je parle beaucoup et donc
Il faut savoir m'interrompre. Donc, petite introduction sur le problème des architectures. Pourquoi on s'intéresse, nous, à ce problème-là? C'est parce qu'on considère qu'il est assez majeur. Ce n'est pas un problème qui est plus important que les autres, hein, mais c'est un problème qui est quand même relativement fondamental quand on va parler de cloud personnel. Alors pourquoi? Parce que si je construis un cloud personnel ou un PDMS, je vais plutôt parler de PDMS maintenant parce qu'on va vraiment s'intéresser justement à l'architecture du système. En construisant un PDMS, ça veut dire que je mets tout mon patrimoine numérique au même endroit. J'ai recentralisé des informations qui étaient disséminées dans plein de silos, je les mets sous mon contrôle à un endroit. Et la question qui se pose, c'est cette recentralisation de données, où est-ce que je l'héberge? Et là, il y a plusieurs stratégies possibles. La première, c'est de faire un hébergement en ligne tout à fait traditionnel. Il y a beaucoup de solutions qui vont dans ce sens-là. Et là, il faut s'interroger sur le modèle de confiance qu'on a dans cette approche. Eh bien, pour accepter d'héberger en ligne son cloud personnel, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse confiance dans l'hébergeur de données, celui qui héberge physiquement. Ça peut être OVH, par exemple. Mais il faut également faire confiance dans celui qui procure la plateforme, le PDMS en question, le logiciel PDMS. Là, ça ne va pas être OVH, ça pourrait être par exemple Cozy Cloud, développe des outils de PDMS. Donc il faut faire confiance à Cozy Cloud pour le PDMS et il faut faire confiance à OVH pour l'hébergement, par exemple. Et puis il faut aussi faire confiance à tous les gens qui développent des applications qui vont exploiter ce PDMS. Ça fait beaucoup. Alors, cette confiance, elle est en théorie couverte par le contrat qu'on va avoir avec le provider du PDMS, qui dit, moi, ce que j'offre, c'est un service qui est payant. Donc, vous allez payer. En contrepartie, je m'engage à ne pas exploiter vos données personnelles de façon obscure. Bon. Certes, maintenant, il faut que je fasse confiance aussi dans l'hébergeur pour qu'il soit sûr de ne pas être attaqué. Et si je mets des millions de PDMS dans un même serveur, ben, les attaques massives qu'il y a eu, comme avec Yahoo ou beaucoup d'autres, ben, elles sont difficiles à exclure. On ne peut pas imaginer qu'elles ne se produisent pas. OVH n'est pas meilleur que Yahoo ou que Apple ou que Sony pour protéger ses serveurs. Deuxième stratégie, c'est faire de l'hébergement qu'on appelle Zero Knowledge. Alors le terme zero knowledge est un petit peu dévoyé ici. Certains parlent d'ailleurs de no knowledge. L'idée, c'est de procurer à un individu un espace de stockage chiffré et de faire en sorte que le serveur sur lequel sont stockées ces données chiffrées n'ait jamais la clé de chiffrement. Donc le service qui est proposé en zero knowledge, c'est de l'hébergement de données que vous avez chiffrées de votre côté. Et le service, il vous garantit simplement la tolérance aux pannes. Donc, quand vous voulez accéder à vos données, vous êtes sûr qu'elles seront présentes, qu'elles seront accessibles. Maintenant, quand vous voulez utiliser ces données, ben, il faut aller les chercher sur le serveur, les rapatrier sur le client, les déchiffrer sur le client et faire tourner les applications sur le client. Donc, certes, vous n'avez plus besoin de faire confiance à l'hébergeur, mais vous avez besoin de faire énormément confiance à votre environnement client et toujours aux applications. Mais l'environnement client ici, c'est typiquement votre PC. Alors après, il faut savoir si un individu lambda est sûr que son PC est exempt de trous de sécurité. Même pour un informaticien, ce n'est pas évident. Troisième approche, c'est l'auto-hébergement. Là, il y a énormément de propositions qui vont dans ce sens-là. Alors ça peut être de l'hébergement purement software, c'est-à-dire que c'est exactement ça. Je prends un serveur offert par un provider de PDMS, je l'installe sur mon PC. Ça, c'est de l'auto-hébergement software. Je peux faire de l'auto-hébergement hardware. Dit autrement, je vais connecter ce qu'on appelle un plug computer à ma passerelle Internet. Donc ça peut être un Raspberry Pi avec un petit disque dur, par exemple. Et là, ce que je vais gagner en confiance, c'est le fait que sur ce Raspberry Pi, je ne vais pas avoir toutes les applications qui tournent sur mon Windows. Donc je restreins le risque. Je peux aller encore un cran plus loin, c'est-à-dire intégrer dans ce hardware du secure hardware, c'est-à-dire une puce électronique qui résiste à des attaques physiques et qui vont me garantir l'inviolabilité de mon hardware.
Donc il y a plein de solutions. Et là, ben, évidemment, le modèle de confiance, il est toujours dans celui qui me procure le PDMS. Et puis, en fonction du choix, ben, il va être dans le software, le hardware ou le secure hardware. Mais je dirais qu'en fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a dans le cloud personnel une sorte de paradoxe qui est que, certes, on a rendu à l'individu une certaine souveraineté sur ses données, puisqu'il a récupéré son information et elle est désormais sur son contrôle. Il est libre d'en faire ce qu'il veut. Mais en même temps qu'on a accru la souveraineté, on a aussi accru la surface d'exposition de ces données. Parce que quelles sont les données qu'il a récupérées? C'est des données qui existaient au préalable. Donc il a récupéré des copies de ces données, donc il a rajouté une copie dans le système. L'ensemble de ces copies, il les a mis dans un seul endroit. C'est certes ce qui lui permet d'avoir le contrôle dessus, mais le risque, ben, il est accru finalement par rapport à des données qui étaient préalablement disséminées. Et donc c'est pour ça que de notre point de vue, ce problème du choix de l'architecture, il est loin d'être neutre. Il est même fondamental. Et donc on s'est mis à réfléchir en disant quelles sont les propriétés de sécurité dont on aurait réellement besoin pour sécuriser le cycle de vie de la donnée dans un PDMS. Alors quand on parle de cycle de vie, ça veut dire quoi? Ça va commencer par la collecte. Il faut que je sécurise la façon dont je récupère les données. Une fois qu'elles sont collectées, il faut que je sécurise leur stockage. Il faut que je sécurise leur restauration si jamais le stockage est perdu. Il faut que je sécurise leur exploitation, c'est-à-dire les applications qui vont manipuler ces données, que je sécurise le partage et leur destruction en fin de cycle. Bon, éventuellement, je ne suis pas censé détruire tout, mais je peux avoir besoin de détruire. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser pour ça les outils de sécurité qu'on a l'habitude de trouver dans un cloud traditionnel ou dans une base de données traditionnelle? Et en fait, la réponse est non, parce que le contexte est différent et il est même plutôt assez défavorable. Alors pourquoi? Dans un contexte traditionnel, les gens qui vont administrer le système d'information sont des experts. Enfin, j'ai déjà mentionné ça. Donc on a des administrateurs de bases de données, des administrateurs de sécurité qui vont garantir justement le minimum de failles en fait, sur mon serveur. De l'autre côté, ici, on a un utilisateur qui est naïf, dont ce n'est pas le métier, qui ne saura jamais faire ça. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, on va dire, bon, certes, on peut protéger toutes les données avec du chiffrement. Parfait. Maintenant, la question qui se pose, c'est, notamment pour l'archive, la clé qui permet de protéger l'archive, comment on la restaure? Je vous ai dit que j'allais en reparler, mais le problème n'est effectivement pas évident. Parce qu'un utilisateur lambda, la clé qui permet de protéger de l'archive, il est susceptible de la perdre. Donc que font toutes les approches, sans exception aujourd'hui, hein, dans les systèmes qui font ça, c'est qu'ils font une extraction, ils construisent la clé à partir d'un password ou d'une passphrase. Et comme il y a très peu d'entropie dans les passwords et dans les passphrases, il y a très peu d'entropie dans la clé cryptographique qui protège l'archive. Donc pour des gens qui font de la crypto, ce type de protection est proche de zéro. C'est extrêmement facilement attaquable. Comment, dans un système traditionnel, comment on évite ce genre de problème dans un serveur de base de données? Ben, généralement, les clés, elles sont stockées dans des HSM. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un HSM, hein, c'est Hardware Security Module. C'est une sorte de carte, mais qui est tampon-résistante, donc qui est protégée contre les attaques, et qui sert de répertoire de clés, et qui va délivrer les clés quand le serveur est actif et qu'il a besoin de déchiffrer telle ou telle partition. Troisième distinction importante, c'est les applications qu'on va vouloir faire tourner sur les données. Dans une approche, disons, au système d'information traditionnel, ces applications, elles sont connues. On sait quand même qu'est-ce qu'on fait tourner sur les serveurs. Alors que là, si l'approche cloud personnel a du succès, on peut imaginer un écosystème d'applications qui devient extrêmement riche, et donc avec un App Store où je vais avoir des milliers d'applications qui sont produites par plein de gens, et donc dans lesquelles, évidemment, j'aurai une confiance extrêmement faible. Et n'importe qui va être susceptible de télécharger ces applications. Autre question que je vais me poser dans un contexte cloud personnel, c'est la confiance
alors, ce que j'ai appelé le querier dans les données consultées. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons, l'objectif, c'est de décentraliser mes données. Donc, imaginons maintenant que Enedis veuille calculer le montant de ma facture d'électricité ou que ma compagnie d'assurance veuille adapter ma prime en fonction de la façon dont je conduis, il va avoir besoin de mes données. L'objectif de la décentralisation et du cloud personnel, c'est de dire je ne vais pas extraire mes données. Je vais plutôt demander à ce qu'on a appelé ici le querier de m'envoyer son code. Je vais faire tourner mon code sur mes données élémentaires, mais ce qui doit être autorisé, c'est uniquement le résultat du traitement. Ce n'est pas l'ensemble des données. Enedis, pour faire ma facture, n'a pas besoin de savoir que j'ai démarré ma cafetière à telle heure. Il a juste besoin de faire un calcul d'agrégat sur mes données. Et donc c'est ça qu'on voudrait faire, mais pour faire ça, il faut que justement Enedis ait confiance dans le fait que le calcul qu'il nous a envoyé, qu'il a envoyé sur un serveur personnel, c'est bien celui-là qui a été exécuté sur les bonnes données. Ça, c'est pas évident, c'est un problème nouveau par rapport à du cloud classique. Voilà. Et puis le dernier point, en fait, mais qui est un peu relié au premier, c'est pour définir la politique de partage. À nouveau, dans un cas, j'ai des experts qui savent le faire, et dans l'autre cas, j'ai un utilisateur qui a beaucoup moins d'expertise. Et donc tout ça amène à se poser la question sur des propriétés de sécurité qu'on aimerait voir dans un PDMS. Donc en commençant par la collecte, qu'est-ce qu'on aimerait voir? C'est une propriété qui garantisse l'absence de fuite des credentials, c'est-à-dire que supposons que vous vouliez récupérer vos données de votre banque. Il va falloir vous connecter au serveur de la banque. Donc ça veut dire que vous avez soit un login password, soit un certificat numérique. Vous avez quelque chose, le credential, qui vous permet de vous authentifier. Bon. Eh bien, le code de collecte, qui est une application en fait, que vous allez télécharger pour vous connecter à la banque et récupérer les données de la banque, vous voudriez avoir la garantie que ce code n'accède qu'au credential de la banque en question pour se connecter uniquement à cette banque. Et une fois que le canal de communication est établi, la deuxième chose qu'on voudrait garantir, c'est que ce code de collecte dans lequel on n'a pas particulièrement confiance ne puisse, que les données qui sont extraites sur le serveur de la banque ne puissent être insérées que dans notre PDMS et qu'elles ne puissent pas fuiter à l'extérieur. Donc première propriété, c'est en fait établir un canal sécurisé unique entre le site dont on veut récupérer les données et le PDMS. Première propriété. Deuxième propriété, maintenant les données, ça y est, je les ai récupérées, elles sont dans mon PDMS. J'ai besoin de sécuriser ce qu'on appelle les data at rest, c'est-à-dire les données qui sont stockées de façon persistante. Et donc je dois les protéger contre des attaques de confidentialité et d'intégrité, contre évidemment des pirates qui viennent de l'extérieur, et contre le propriétaire du PDMS lui-même. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est inhabituel dans un serveur classique. Alors pourquoi je dois me protéger contre le propriétaire du PDMS? C'est que typiquement, si j'héberge les données de mon compteur électrique, il est normal que pour que Enedis ait confiance dans mon système, il ne faut pas que je puisse falsifier ces données-là. Donc je n'ai pas le droit, je peux récupérer ces données et les stocker, je n'ai pas le droit de les modifier. Ça paraît logique. De même que je n'ai pas le droit de modifier des contenus de mon dossier médical. C'est une information qui me concerne, mais qui ne m'appartient pas. De même que dans mon PDMS, je peux stocker des données qui appartiennent à d'autres. C'est-à-dire que par exemple, dans mon dossier médical, je vais avoir le numéro de téléphone portable de mon médecin traitant. C'est une information que je suis censé protéger. Et donc, le PDMS doit se prémunir contre toutes les attaques malveillantes, y compris contre les accès, on va dire, non autorisés du propriétaire. Donc, qui doit subir du contrôle d'accès. Le fait qu'il subisse du contrôle d'accès, ça a un impact sur la façon dont on va chiffrer l'archive. Alors, quel est cet impact? Bien, c'est le fait que pour garantir la tolérance aux pannes, je vais devoir construire une archive. Je vais devoir chiffrer cette archive, c'est normal, et cette archive va être protégée par une clé maître, ce que j'ai appelé ici le secret. Ce secret, évidemment, il doit être reconstructible.
Sinon, je ne pourrais pas reproduire, je ne pourrais pas construire mon archive. Mais reconstructible par qui? Si je donne ce secret au propriétaire, ben ça veut donc dire qu'il a la capacité de déchiffrer l'archive. S'il a la capacité de déchiffrer l'archive, il a la capacité de récupérer son contenu sans subir le contrôle d'accès que je veux lui imposer. Résultat, donc la conséquence de tout ça, c'est que pour que le système fonctionne, le secret doit être reconstructible, mais uniquement par un PDMS et non pas par l'individu lui-même. Et donc il faut imaginer un protocole qui permette, par une coopération de PDMS qui respecte l'ensemble des propriétés dont je suis en train de parler, de reconstruire par eux-mêmes la clé. Donc vous voyez que c'est des problèmes qui paraissent simples au départ, mais qui le sont un peu moins que ce qu'on pourrait imaginer. Troisième propriété, donc j'imagine que maintenant mes données, je sais les stocker, je sais les protéger, je vais devoir les exploiter. Et donc le premier type d'application qu'on peut imaginer, c'est des applications qui vont tourner uniquement sur mes données personnelles à moi. C'est l'exemple de la compagnie d'assurance qui veut calculer ma prime sur mes données. Et là, j'ai besoin d'établir une confiance qui est bilatérale. C'est-à-dire je dois donner confiance à l'individu petit 1 que seules les données qui sont requises pour le calcul sont accédées. Donc c'est une problématique de minimisation de la collecte. Petit 2, que seul le résultat final est exposé au query, donc en l'occurrence ici la compagnie d'assurance. Et petit 3, que cette exécution produit une trace d'audit que je peux accéder. Ça, c'est la garantie que je dois donner à l'individu. Et la garantie que je dois donner au query, c'est pouvoir lui fournir une preuve, au sens cryptographique du terme, que le calcul qui a été effectué a bien été effectué avec le bon code, c'est-à-dire le code que lui-même a envoyé, sur les bonnes données. Quatrième propriété, c'est l'équivalent de ça, mais lorsque je fais un traitement qui est distribué sur n participants. Typiquement, je fais un calcul d'agrégat sur 10 000 participants ou un traitement de clustering, de big data sur un grand nombre de participants. C'est encore un peu plus compliqué parce que je dois me prémunir aussi contre... Je vais devoir échanger mes données pendant le calcul avec d'autres participants et je veux garantir qu'eux-mêmes ne puissent pas faire fuiter l'information. Et puis la dernière propriété, c'est assurer une dissémination contrôlée de l'information. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que quand je vais fixer ma politique de partage, donc je vais dire qui est autorisé à faire quoi, enfin, c'est une des actions d'administration que je vais devoir faire, je vais la faire évidemment par l'intermédiaire d'un écran et d'un clavier. Il faut que je m'assure que les règles que j'introduis par le biais de cet écran et de ce clavier arrivent correctement au PDMS, qu'il n'y a pas de fuite de sécurité à ce moment-là. Et puis, dernier point, c'est qu'une fois que j'ai déclaré ces règles, ben, je veux être certain qu'elles soient appliquées de façon sûre. Et donc, ça amène à définir une architecture qui est la suivante. Donc ça, c'est une proposition, hein, enfin, c'est une architecture assez abstraite, hein, dont l'objectif est d'assurer le niveau d'extensibilité dont on a besoin pour faire tourner n'importe quel type d'application avec le niveau de sécurité requis. Et donc pour ça, on a construit une architecture avec en trois strates, en quelque sorte. La partie la plus sécurisée, qui est ici, et a fortiori la moins extensible, c'est ce qu'on a appelé le DB Core, Core C-O-R-E, hein, donc c'est vraiment le noyau de sécurité de la solution. Donc là, on imagine que le DB Core, c'est du code qui est fermé, donc zéro extensibilité, qui est minimal, donc c'est vraiment ce qu'on appelle la Trusted Computing Base, hein, du code qui doit être idéalement prouvé et qui va s'exécuter dans un environnement d'exécution le plus sécurisé possible. Donc idéalement du hardware sécurisé. C'est ce que je vais appeler dans la suite un secure element. Donc imaginons une puce sécurisée. Et quel va être son rôle? Eh bien son rôle, ça va être gérer les données de l'individu. Donc ça, c'est en dehors du secure element, mais imaginez que c'est un disque externe, une mémoire flash, peu importe. Et donc j'ai mes données ici qui sont chiffrées. Le data manager, c'est lui qui garantit donc le fait que je puisse exploiter ces données, le stockage, les indexer, répondre à des requêtes. Le privacy manager,
qui garantit le contrôle d'accès, et puis le Communication Manager, qui est capable d'établir un canal sécurisé avec l'extérieur. À l'autre bout du spectre, j'ai mes applications sur lesquelles je ne fais aucune hypothèse. Donc là, c'est degré d'extensibilité maximale. Une application, c'est n'importe quoi. Puisque c'est n'importe quoi, mon niveau de confiance est nul. Mais je veux être capable de les faire tourner. Et pour être capable de les faire tourner, ben, j'ai besoin d'un intermédiaire, ce qu'on a appelé les data tasks, qui sont des tâches qui vont me permettre d'avoir un certain degré d'extensibilité, c'est-à-dire que c'est du code quelconque, mais que je vais faire tourner dans un environnement qui reste quand même confiné. Donc, environnement qu'on a appelé isolé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un environnement isolé? C'est un environnement dans lequel, quel que soit l'état du système d'exploitation qui tourne sur la machine de l'utilisateur, eh bien, j'ai la garantie que le code qui tourne ici, une corruption en fait, de mon environnement ne peut pas interférer avec le code qui est en train de s'exécuter à l'intérieur de mon environnement isolé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je veux avoir la garantie que ce code-là ne puisse pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que je vais maîtriser ses inputs et surtout ses outputs. Donc si le code qui tourne ici a besoin d'écrire des données quelque part, je veux avoir la garantie de pouvoir lui dire la seule sortie possible pour écrire, c'est par exemple dans le PDMS et pas ailleurs. Et ce n'est pas d'accès à Internet. Et donc pour ça, pour ces data tasks, eh bien, j'ai besoin d'un environnement d'exécution qu'on va appeler trusted. Donc c'est plus secure, c'est moins fort, c'est simplement un environnement d'exécution de confiance. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Par exemple, sur des microcontrôleurs ARM, ça peut être TrustZone. Sur des processeurs Intel, ça peut être SGX. Je n'ai pas du tout regardé, Patrice, à quelle heure j'ai démarré. Je pense que je suis en train d'exploser mon temps. On a commencé, il était 10, entre 5 et 10. 10. Donc je suis à... On prévoit une heure. Bon, je saute. La salle est réservée pour un peu plus, donc la salle, après il y aura peut-être des gens qui auront des contraintes. Oui, non mais donc là, ça veut dire que j'en suis à 40 minutes, 40... Ouais, c'est 45. 45 minutes. Bon, donc je sauterai des éléments. C'est pas grave. Oui, donc j'en étais arrivé là. Donc voilà l'architecture. Petit focus sur quelques éléments de l'architecture. Donc si on fait un zoom, qu'est-ce qu'on trouve? Donc là, j'ai simplement élargi la figure. Mais l'élément important qui apparaît ici, ce sont ces petits icônes, qui sont les primitives de sécurité dont on a besoin pour réaliser cette architecture. Donc, première primitive, c'est celle qui est un double carré ici, qui symbolise en fait la capacité d'isoler le code. Le petit tampon, ça veut dire attestation. Dit autrement, pour implémenter certaines fonctionnalités, je vais avoir besoin que le système me garantisse, me donne une preuve cryptographique du code qui est exécuté. C'est ce qu'on appelle l'attestation. La confidentialité, ça me garantit que mes données ne peuvent pas fuiter. Et Peripheral Isolation me dit, si je saisis quelque chose au clavier et à l'écran, j'ai la certitude que ça ne peut pas être trafiqué. Okay. Pour les modules qui sont dans le corps, donc du code qui est fermé, qui est prouvé, qui est vraiment mon cœur de sécurité, eh bien là, j'ai besoin d'isolation, j'ai besoin d'attestation, j'ai besoin de confidentialité. Et tout ça va m'être offert par n'importe quel Secure Element. Pour les tâches isolées, ce qu'on a appelé les data tasks, ça dépend ce qu'elles font. Typiquement, les data collectors, ce sont des fonctions dans lesquelles je n'ai pas confiance, mais qui sont les fonctions qui vont me permettre, donc des applications qui vont me permettre d'aller récupérer les données qui sont sur mon site bancaire, sur le site de mon opérateur de télécom, etc. Elle, la seule chose dont j'ai besoin, c'est l'isolation. C'est-à-dire, je veux la garantie que les données qu'elle récupère sur les sites externes, elle ne puisse pas les faire fuiter. Donc, le seul canal de sortie pour aller les écrire, c'est dans mon PDMS. C'est ça qui m'importe. Pour des tâches qui font des calculs sur mes données personnelles, comme le calcul de ma facture électrique,
j'ai besoin, là ce n'est pas moi qui en ai besoin, c'est celui qui émet le calcul, donc l'assurance par exemple, elle a besoin d'attestation. Elle a besoin d'une garantie que le code qu'elle m'envoie, c'est bien le code que moi je vais exécuter. Quand je fais des calculs collectifs, donc du big data en relation avec d'autres personnes, j'ai en plus besoin de la confidentialité. Et quand je fais du decision making, c'est-à-dire que je fixe mes règles de partage, là je vais avoir besoin de peripheral isolation. Et alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien c'est ensuite de dire, quand je vais devoir transcrire cette architecture logique en une instance physique, eh bien de savoir où je dois mettre quoi. Donc dit autrement, supposons que je veuille construire une box pour réaliser un PDMS sécurisé. Je veux faire une box personnelle chez moi que je vais brancher sur ma passerelle Internet. Eh bien je pourrais dire, pour implémenter le core, je vais utiliser un microcontrôleur sécurisé, je ne sais pas, un ST33J ou peu importe. Enfin, je prends une puce sécurisée qui me garantit ces trois propriétés-là. J'ai également besoin de faire tourner des tâches isolées. Bien, dans ma box, soit je rajoute un microcontrôleur ARM et je vais mettre dessus, je vais installer donc, du TrustZone qui va m'offrir les propriétés dont j'ai besoin pour chacune de ces tâches. Ou alors, je veux quelque chose, une architecture un peu plus puissante, je vais avoir un CPU Intel avec SGX. Et donc, ça me permet de comprendre qu'est-ce qui doit tourner où, avec quel niveau de sécurité. Alors ensuite, et c'est là que je vais devoir aller très vite, j'en ai peur, je vais pas vous parler des solutions, mais peut-être que des problèmes. J'avais prévu de rentrer un peu plus dans les détails de deux de ces éléments-là, qui sont la façon de faire, d'implémenter ces fonctions dans un environnement très sécurisé. Donc là, on est vraiment dans le core. Et puis la façon de faire des calculs collectifs avec de bons niveaux de sécurité. Donc très rapidement, premier cas de figure, comment on fait du stockage et du contrôle d'accès dans un Secure Core? Le problème, il se pose de la façon suivante. Dans des systèmes d'information, la façon de régler le contrôle d'accès, c'est de faire du contrôle qu'on appelle assertionnel. C'est-à-dire que je vais autoriser des gens, des applications, des individus, à exécuter des requêtes sur mes données et à voir le résultat de ces requêtes. C'est la façon traditionnelle dont on exprime le contrôle d'accès en base de données. Donc typiquement, j'autorise quelqu'un à faire un calcul à visualiser la moyenne de mes consommations électriques sur un mois. Il peut voir le résultat, mais en aucun cas, il n'aura accès aux données brutes qui ont permis de faire ce calcul. Je peux donner accès à quelqu'un à un sous-ensemble, dans un ensemble de données, à un sous-ensemble qui vérifie un prédicat quelconque. Et il ne verra que les données qui vérifient le prédicat quelconque et pas les autres. Okay. Donc on va devoir, pour faire du contrôle d'accès, il va falloir faire de l'évaluation de requêtes dans un environnement très contraint. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Bien, c'est que généralement, ces environnements très contraints, ces secure elements, ils ont des RAM qui se mesurent en taille en dizaines de kilooctets. Déjà, quand on arrive, ça c'est pour des microcontrôleurs classiques. Pour des microcontrôleurs sécurisés, les tailles maximum, c'est de l'ordre de la cinquantaine de kilooctets. Alors que les capacités de stockage, généralement, par exemple, dans des mémoires flash, c'est en gigas. Donc on a un ratio entre la taille de la RAM et les données qui vont être stockées qui est extrêmement défavorable et qui en plus est décroissant avec le temps parce que ce qui explose, ce n'est pas la taille des RAM des microcontrôleurs, c'est la capacité de stockage des flash NAND. Donc ça, première difficulté. Deuxième difficulté, c'est que les flash NAND, ça marche très très bien, c'est extrêmement rapide pour faire des lectures et écritures, mais ça marche extrêmement mal quand on fait des réécritures à grain fin, exactement ce qu'on fait en base de données. Parce que réécrire une petite donnée en flash, ça veut dire effacer tout le bloc qui contient la donnée, ça coûte très cher, et à chaque fois qu'on fait un effacement, on abîme la mémoire, ce qui fait qu'on a un nombre d'effacements limité. Donc on se retrouve avec des contraintes hardware qui sont assez conflictuelles, à savoir que j'ai peu de RAM, j'ai beaucoup de données,
enfin j'ai potentiellement beaucoup de données, je veux faire des requêtes. Le seul moyen qu'on connaisse, c'est d'indexer massivement les données. Sinon, si je devais faire une jointure sur un grand volume de données sans RAM, bah, soit je ne sais pas le faire, soit ça va prendre des heures. Donc je suis obligé d'indexer massivement. Si j'indexe massivement, eh bien, à chaque fois que j'insère un nouvel élément dans la base, je génère énormément de petites écritures random dans la flash, de réécriture, parce que je vais mettre à jour tous mes bêteries, etc. Donc ça ne marche pas du tout du point de vue de la flash. Et les seules techniques qui permettent d'optimiser ce comportement-là sont des techniques qui consomment beaucoup de RAM. Donc là, je suis dans un cercle vicieux dont je ne peux pas sortir. Et donc ça va obliger à reconcevoir en profondeur toutes les techniques, toutes les stratégies d'évaluation de requêtes. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les solutions, je vais m'arrêter là, pour cette partie-là. Et donc la problématique ici, c'est de reconcevoir en fait, des moteurs de base de données qui savent travailler, qui savent construire des index qui sont purement séquentiels pour éviter le problème des écritures en flash, et dont la stratégie d'exécution est purement pipeline, de telle sorte à être capable de travailler en RAM borné, donc évaluer n'importe quelle requête sur n'importe quel volume de données en consommant quelques kilos de RAM et pas plus. Donc ça, c'est pour le premier problème. Donc je vous passe les solutions parce que sinon, je vais exploser le temps. C'est des solutions propriétaires que tu présentes là, c'est des solutions proposées par l'équipe Pas que, mais beaucoup. Donc je vais sauter ça. Et je vais passer au deuxième problème, pareil, pour simplement exprimer le problème, et ensuite je passerai directement à la conclusion. Donc deuxième difficulté importante, c'est comment faire des calculs distribués, enfin plutôt décentralisés à très large échelle sur un grand nombre d'individus. Je veux faire par exemple un calcul d'agrégat sur des dizaines de milliers d'individus équipés chacun de leur cloud personnel. Ce qu'on aimerait, c'est être capable de faire un calcul distribué quelconque, c'est-à-dire pas de limitation dans le code que je veux exécuter. Sur des données réelles, c'est-à-dire pas des données qui sont biaisées de telle sorte à garantir la privacy, que je puisse le faire à large échelle et que j'assure ces différentes propriétés-là. À l'individu, je veux lui garantir que son consentement sera respecté et que donc s'il a été d'accord avec les règles de limited collection, c'est-à-dire qu'il accepte de donner telle information dans le calcul, qu'on lui garantisse qu'il n'y a pas plus d'informations qui participeront au calcul. Deuxième propriété, garantir que seul le résultat du calcul est dévoilé à une tierce partie et en aucun cas les résultats intermédiaires. Et troisième garantie, ça là c'est pour le querier, donc celui qui émet le traitement, garantir que le résultat a été calculé honnêtement, donc avec le bon code sur les bonnes données. Il y a beaucoup de solutions qui existent, notamment des protocoles SMC et GOSIP, qui proposent des solutions sur ce deuxième point-là. Simplement, toutes les solutions qui sont connues, soit elles passent à l'échelle mais elles ne sont pas génériques, soit elles sont génériques, elles ne passent pas à l'échelle. Mais il n'y a pas de solution aujourd'hui qui permette de résoudre ces deux problèmes à la fois. D'autres stratégies basées sur la differential privacy ne travaillent pas sur des données réelles, puisqu'on va biaiser les données, donc c'est une approche qui est différente de celle qu'on aimerait avoir, où toutes les techniques basées sur du chiffrement homomorphe ne vont permettre que de faire des calculs très précis. Et donc à nouveau, ça ne répond pas exactement à l'objectif qu'on recherche. Des solutions qui seraient basées sur une recentralisation de l'information, donc j'ai dit à tous les PDMS, envoyez-moi mes données et je calcule en centralisé, quelle que soit la sécurité qu'on puisse mettre sur le serveur central, on considère que ce n'est pas la philosophie du PDMS. On veut garder une solution qui est totalement décentralisée. Et donc, on va essayer de construire une hypothèse avec, malgré tout, quelques chances de succès par l'architecture qu'on considère. Donc, à nouveau, je vais vous passer les détails, mais ce qui laisse à penser qu'on peut trouver des solutions pertinentes, c'est que chaque participant, dans le contexte qu'on vise, il est équipé d'un secure element et d'un trusted execution environment. Donc, dit autrement, le code qui tourne sur chacun des participants
je peux me mettre à avoir des garanties sur ce qu'il fait. Et du coup, imaginer des solutions qui répondent bien à ces objectifs-là grâce à cette propriété de sécurité qu'il y a à l'extrémité du réseau. Donc je passe ça, parce que bon, décidément j'ai prévu beaucoup trop. J'en arrive juste au dernier point. Ouais, je vais juste parler de ça. Parce que tu as mentionné en fait le fait que je participais à une start-up. Alors, ce n'est pas vraiment une start-up. OnCare, c'est un INRIA Innovation Lab que l'on fait avec une société. Donc, en fait, dans l'équipe, donc ça fait un certain temps qu'on travaille sur le cloud personnel, on a développé un serveur de données qui est embarquable dans du hardware sécurisé. Et on vient de monter donc un INRIA Innovation Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est en fait une sorte de petit laboratoire commun entre une équipe de recherche et une entreprise pour faire du transfert technologique. Et donc là, ce lab qui s'appelle OnCare, donc qui regroupe l'INRIA, l'Université de Versailles et la société Hippocad, avec comme objectif initial d'utiliser donc la technologie qu'on a développée dans l'équipe pour déployer un dossier médico-social personnel sur le département des Yvelines. Donc, quel est le principe de la solution? C'est qu'au chevet des personnes dépendantes, on met une box à domicile qui a un double objectif. D'une part, faire du contrôle d'effectivité des soins et des prestations qui sont offertes par les différents intervenants, et d'autre part, de faire de la coordination des soins. Donc, ça veut dire que tous les professionnels de santé ou les professionnels sociaux qui vont passer au domicile auront une application sur leur smartphone qui va interagir avec le dossier du patient qui reste dans ce cloud personnel en fait, dédié à une application médico-sociale. Donc c'est du cloud personnel vraiment dédié. Bon. Et voilà. Et donc l'objectif, c'est à partir, donc dans l'année 2019, on est censé déployer cette solution sur 10 000 patients. Et donc j'en arrive à ma conclusion, je saute ça, sur le côté interdisciplinaire par excellence, à mon avis, de ce sujet de recherche. Parce que d'évidence, bon, moi j'ai parlé comme un informaticien, mais déjà dans les challenges qui sont exprimés, vous voyez qu'il y a des challenges qui sont très orientés système d'information, très architecture logicielle, donc ça c'est plutôt des choses sur lesquelles nous on a de la compétence dans l'équipe. Mais pour compléter les éléments, il faut des expertises en IA, des expertises en cryptographie, des expertises en algorithmique distribuée. Donc il y a déjà de l'interdisciplinarité au sein même des informaticiens. Mais on a également besoin d'économistes, parce que le cloud personnel, pour le développer, encore faudrait-il qu'on envisage des modèles économiques qui soient raisonnables vis-à-vis de l'exploitation des données personnelles. On a aussi besoin de juristes pour travailler sur l'évolution des principes de responsabilité qui sont liés à ce nouveau paradigme, sur les principes de privacy by design, etc. Donc là, j'ai mis quelques questions, alors qui ne sont absolument pas fermées, mais qui sont des questions qui ne sont pas non plus du tout techniques, mais qui montrent qu'il y a quand même beaucoup de grains à moudre entre ces trois catégories de personnel. Alors, quelques-unes de ces questions. La première, c'est une question qu'on a soumise en fait, dans un projet avec des juristes, à savoir comment éviter l'effet boomerang de la souveraineté. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est le fait que quelle est la responsabilité de chacun dans un contexte de cloud personnel? Admettons que je fais de l'auto-hébergement. J'achète une box hardware que je connecte, j'installe dessus un PDMS et je fais tourner des applications. En cas de fuite, qui est le responsable? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est celui qui m'a fourni la box? Est-ce que c'est celui qui m'a fourni le PDMS? Il y a obligatoirement une redéfinition des responsabilités à faire au niveau juridique pour savoir même qui est le responsable de traitement dans un cas comme celui-là. Autre question intéressante, c'est quel est le statut pour les données hébergées qui sont relatives à d'autres individus? Dit autrement, si j'héberge dans mon cloud personnel à moi des données qui concernent d'autres individus que moi,
À nouveau, quelle est ma responsabilité vis-à-vis de ces autres individus s'il y a une fuite d'informations? Et ce qui peut rendre un peu pessimiste sur le degré de responsabilité que les gens peuvent avoir, c'est qu'il y a eu une étude sur des étudiants du MIT qui ont montré que 98% des étudiants du MIT étaient prêts à donner tous les mails de tous leurs copains en échange d'une pizza gratuite. Donc ça laisse envisager, disons, la responsabilité que les gens pourraient avoir dans l'exploitation de leur cloud personnel. Autre question qui interpelle les économistes, c'est typiquement, est-ce que d'imaginer de monétiser ces données personnelles, ce qui peut paraître horrible, mais est-ce que ça pourrait être considéré comme une incitation suffisante pour la protection? Parce que le problème aujourd'hui, de dire, bah oui, c'est super de faire du cloud personnel pour protéger sa vie privée, mais dans la pratique, est-ce que les gens sont intéressés pour se protéger? Tout le monde se dit concerné, mais personne n'est prêt à faire l'effort. Donc, est-ce que l'incitation financière est un moyen? Voilà le genre de questions que se posent les économistes. D'une façon un peu détournée, il y a des travaux en cours à l'Union européenne, par l'Union européenne pour définir une nouvelle directive qui est liée au contrat de service, c'est-à-dire quand on achète des services numériques. Et la question qui est en train de se poser, qui est une question un peu surprenante, mais assez intéressante dans son fondement, c'est est-ce que les données personnelles peuvent être considérées comme un moyen de paiement comme un autre? Et si la réponse est oui, ça change beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que je ne vais plus considérer que j'accède à un service qui est gratuit. Je l'ai payé du fait que, certes, le service est gratuit, mais il est gratuit pourquoi? Parce que celui qui me l'offre, il exploite mes données personnelles. Donc, d'un certain point de vue, je l'ai payé en lui donnant mes données personnelles. Si c'est un moyen de paiement, ça doit être couvert par un contrat. Et donc, le service qu'on m'offre, je dois avoir une garantie dessus. Et si la garantie n'est pas respectée, je dois pouvoir demander un remboursement. Et comment je me fais rembourser des données personnelles que j'ai données? Donc, vous voyez le genre de... Et ça, c'est des questions qui sont très concrètes. C'est pas du... c'est des questions très concrètes que se posent aujourd'hui les juristes. Autre question intéressante, c'est donc le RGPD a consacré le droit à la récupération de ces données. Question, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre ce droit également aux métadonnées? C'est-à-dire, je récupère les données, mais ça serait pertinent de récupérer en même temps que les données le motif de la collecte. L'entreprise qui a collecté les données, il a été obligé de la déclarer. Donc, il pourrait très bien me rendre mes données en disant, ces données-là, je les ai récupérées pour tel objectif. De rendre également, de dire, je les ai récupérées pour tel objectif et j'ai prévu de les garder tant de temps, la période de rétention. De me dire à qui il les a transférés. Enfin, bref, il y a une question sur la restitution donc, des métadonnées. Dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est sur le modèle de cloud personnel. La conviction de Serge Abitboul, typiquement, quand il a parlé de PIMS, enfin, donc de Personal Information Management System, c'est de dire ça n'aura un succès, ce n'est pas la protection de la privacy qui fera que le concept sera adopté. Le concept ne sera adopté que si on offre un service qui est intéressant pour l'individu et qui n'a rien à voir avec la privacy. C'est par exemple la possibilité, par le fait de faire des traitements big data dessus, d'apprendre de nouvelles choses. Bon. C'est un point de vue et enfin, c'est tout à fait légitime. Maintenant, il y a un autre modèle possible de cloud personnel. Et il n'y a pas du tout d'opposition entre les deux. C'est le modèle que j'ai appelé imposé parce que je n'ai pas trouvé d'autres termes. Mais c'est le modèle dont je vous ai parlé dans cette application, là, typiquement, celle-là. Là, l'individu n'a pas le choix. On lui fournit un cloud personnel. Ce n'est pas le même modèle, mais ce modèle-là, il a d'autres vertus. Parce que là, ce modèle, il est fait d'une part essentiellement à destination de professionnels, donc ce n'est pas le même usage. Mais du coup, on a pu calibrer la politique de partage. Ce n'est pas non plus l'individu qui l'a choisi. On a défini des rôles. Donc le médecin a droit à certaines données, l'infirmière a d'autres, l'assistante sociale encore à d'autres. Et la seule chose que l'individu a à faire, c'est de régler les habilitations, de dire je veux bien que telle personne joue ou pas tel rôle. C'est tout. Mais donc c'est beaucoup plus simple d'usage pour l'individu. C'est plus sécurisé. Les applications, il y en a très peu. Elles sont confinées, elles sont connues, elles sont de confiance.
Donc c'est un environnement qui est, d'un certain point de vue, plus rassurant en termes de, pour un cloud personnel. Et ça reste un cloud personnel dans le sens où l'individu a bien le contrôle sur ses données. Les données sont décentralisées, elles ne sont pas sur un serveur distant. Donc voilà, c'est simplement pour montrer qu'il n'y a pas qu'une seule réalité, il y a plusieurs modèles possibles. Et donc, vous voyez un nombre impressionnant de questions. La liste, elle n'est absolument pas exhaustive, quoi. Et j'en ai terminé avec peut-être un peu de retard, mais oui, avec un peu de retard. Tu aurais dû m'arrêter. Bonjour, j'ai une petite question, enfin 2 petites questions. La première, c'est concernant les slides 13 et 14. J'aimerais juste savoir si des modèles, genre le modèle OAuth, enfin si vous avez regardé ce genre de modèle-là, quoi. Alors 13 et 14, c'était... Pour tout ce qui est, la gestion de la sécurité, etc. Pour éventuellement déléguer des autorisations, etc. Je veux savoir s'il y a une analyse plus au niveau logiciel qui se rapproche de ce qui est fait dans le cloud aujourd'hui, avec les protocoles genre OAuth, OpenID Connect, etc. Alors pas vraiment, parce que le protocole OAuth, bon, il va résoudre le problème de l'authentification. Mais là, l'objectif, quand on parle typiquement de Pipe Data Collection, le problème, il est essentiellement dans le fait de dire comment je peux... il n'est pas réellement dans l'authentification, il est... je n'ai pas le transparent qui convient, mais peu importe. Il est dans le fait de garantir que le code qui va se connecter à ma banque et qui récupère les données, je veux m'assurer que le flux de données ne peut pas aller ailleurs que dans le PDMS. Ça, c'est la première propriété dont j'ai besoin. Et c'est l'essentiel, en fait. Donc après, la façon dont je vais exporter mon credential, à la limite, peu importe le protocole. Donc la deuxième chose, c'est que, par contre, je veux m'assurer que la tâche qui tourne ici, si je me connecte à la BNP, par exemple, je veux que le code qui s'exécute ici ne puisse pas accéder dans mon serveur, dans mon serveur personnel, à d'autres credentials que ceux qui me permettent de me connecter à la BNP. Et donc là, j'ai un deuxième problème, qui est un problème en fait de contrôle d'accès. C'est-à-dire que ce code-là, je veux qu'il subisse le contrôle d'accès pour aller taper dans mes credentials qui sont ici. Et donc après, le protocole pour s'authentifier, je dirais peu importe. Bah, sauf que OAuth, il fait de l'autorisation, il ne fait pas de l'authentification, quoi. Oui. C'est pour ça que je me dis ça peut. Il y a quelque chose. Par OAuth, on va dire tel applicatif a le droit d'accéder à telle partie, à telle information dans telle base de données. Par exemple. On dit ça. C'est pour ça qu'il a été fait, quoi. C'est pour ça que je me dis, peut-être ça se rapproche. Ouais. Il s'occupe pas de l'authentification, il s'occupe vraiment de l'autorisation, quoi. Après, il permet pas de spécifier uniquement un canal, hein, mais. Voilà, mais il va pas porter sur le code qui s'exécute lui-même, et il va pas dire ce que le code a le droit de faire ou pas le droit de faire. Mais voilà, il porte pas sur le code, il porte sur l'applicatif en lui-même en tant qu'entité, quoi. Pas sur le code, pas sur l'exécution du code, effectivement. Tout à fait. Et c'est ça, en fait, nous, surtout, qui nous intéresse. D'accord. Mais... Et concernant l'autre petite question, c'est concernant pour la page 28, j'ai pas compris pourquoi le système de crypto homomorphique ne conviendrait pas, en fait. Alors en fait, c'est pas qu'il ne conviendrait pas, c'est-à-dire que toutes ces approches sont légitimes, mais elles ne vont apporter que des réponses partielles à ce problème-là. Donc je peux faire du chiffrement homomorphe pour faire certains calculs, mais avec du chiffrement homomorphe, je ne pourrais pas faire n'importe quel calcul. C'est-à-dire que du fully homomorphic encryption, bon, bah, ça a un coût qui est juste inaccessible. Et donc, pour nous, ce n'est pas une solution. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, ce n'est pas une solution pour un certain nombre de problèmes. C'est par rapport au coût prohibitif actuellement tout à fait. Tout à fait. Absolument. Si on avait une solution du fully homomorphic encryption qui s'exécute dans la seconde, très bien, mais on n'en est pas là. D'autres questions ? Oui, bonjour. C'était très très riche. Toute cette réflexion, toute cette richesse
de cogitation sur des architectures qui vont répartir sur on va chiffrer des données, on va supprimer des autorités, ou etc. Est-ce que c'est pas tout simplement le constat par avance qu'on a perdu le contrôle de l'outil matériel et que c'est uniquement comment on va réussir avec des outils qu'on ne conçoit plus, je parle de l'ordinateur, téléphone, nos terminaux, etc., avec des outils sur lesquels on a perdu la main, comment est-ce qu'on peut quand même sauver à minima des petites choses? Est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça un constat d'abord pessimiste qui est on a renoncé à la première ligne de défense? Bon, c'est une, c'est une question embarrassante parce que même les solutions qu'on envisage ne sont pas exemptes de... Quand on dit par exemple que pour certaines propriétés, on va se reposer sur SGX, bon ben SGX, on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que typiquement, on a déjà eu ce genre de réflexion en se disant on fait confiance, donc la racine de confiance devient Intel. Et là, effectivement, on n'a pas beaucoup de réponses à ce genre de questions. C'est-à-dire que là où je vous rejoins, c'est qu'on fait avec les outils dont on dispose. Et donc, c'est difficile d'imaginer une solution où il n'y ait vraiment aucune où on ait besoin de faire confiance dans personne d'autre que soi-même. Celle-là, on ne l'a pas. On n'a pas la solution. J'avais une autre question, c'est concernant le fonctionnement des queryers. Par exemple, on suppose que EDF veut accéder à des données pour obtenir une information après un calcul. Donc il envoie son code de calcul et puis il récupère l'information moyennant tout ce qui a été effectué pour sécuriser ces échanges. Est-ce que ça rentre pas, ce que vous évoquiez éventuellement à la fin au niveau économique, ça rentre pas en contradiction avec les modèles économiques qui veulent aujourd'hui que, en fait, le but c'est pas tellement d'obtenir une réponse et que le calcul soit fait sur des données qui nous appartiennent pas, mais au contraire c'est de récupérer les données pour faire tous les traitements qu'on veut. Parce que pour moi, c'est un peu ça l'orientation que si on prend EDF par exemple, clairement c'est l'orientation qu'ils veulent. Ils veulent se positionner en acteur du cloud dans le sens où ils veulent proposer à des tierces entités des résultats sur une analyse qu'ils ont fait en amont, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, là, de façon évidente, il y a un conflit d'intérêts entre le développement d'un cloud personnel qui est fait pour la préservation de la vie privée des individus et le cloud personnel qui est vu comme un outil pour améliorer le business. Donc, de façon tout à fait claire, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une réalité de cloud personnel et c'est pour ça aussi que l'architecture est déterminante. Si je fais une architecture qui est complètement décentralisée et que j'impose au code de venir chercher les données et de n'exporter que des résultats de calcul qui sont faits chez moi, je suis dans une certaine philosophie. Si par contre, j'accepte l'idée d'un cloud personnel qui pourrait être hébergé, pourquoi pas, chez EDF, parce que EDF n'attend que ça, les compagnies d'assurance n'attendent que ça. Chacun a envie de mettre la box au domicile, mais que les données ne soient pas dans la box, que ce soit juste un aspirateur à données pour alimenter donc, les serveurs du fournisseur de services. Et là, on est dans une logique qui est complètement différente. Donc là, c'est difficile de savoir laquelle va gagner. Mais typiquement, on travaille beaucoup avec Cozy Cloud et parfois on est en opposition justement sur les stratégies qui peuvent être déployées. Donc là où vous avez raison, c'est que c'est plus un problème de technologie, c'est un problème de business model, c'est-à-dire quel est le modèle économique qui fait que le cloud personnel peut fonctionner. Comme nous on le conçoit, exactement. Parce que là, du coup, effectivement, ça veut dire que si, dans cette philosophie-là, ce cloud personnel tel qu'on le conçoit, il ne pourra pas être gratuit.
Et ça, c'est déjà un énorme problème. Est-ce qu'on va être prêt, et là je rejoins tout à fait Serge Abitboul, est-ce que je suis prêt à payer pour améliorer la protection de ma vie privée? Tout le monde va dire oui, mais personne ne va être prêt à le faire. Et donc ça veut dire que si je suis prêt à payer, c'est pour autre chose. Et donc juste pour conclure, c'est pour ça que nous on croit assez à ce genre d'approches qui sont typiquement le cas du cloud personnel tel qu'on le voit ici, il a une philosophie différente, celui-là. Parce qu'il répond à il y a un objectif, typiquement là, qui est-ce qui finance ce genre de choses? Parce qu'on en revient toujours là. Hein. Qui est-ce qui finance? C'est le conseil départemental. Parce qu'il va le financer par d'autres biais. Le fait que la coordination des soins s'améliore, il y trouve une économie qui lui permet de financer l'architecture. Mais voilà, mais c'est pas simple. Bonjour. Vous pouvez revenir au transparent 15, s'il vous plaît? Le slide 15. 15? Oui. Oui, c'est celui-là, en fait, le 15, là où vous proposez l'architecture. Oui. Est-ce qu'il ne manque pas une brique qui permet justement de contrôler les différentes tasks que je vais recevoir sur les données que je gère? Alors, vous entendez quoi par contrôler? En fait, j'ai dû comprendre que pour chaque requête que je vais recevoir, donc pour faire un tel calcul sur ma donnée, je donne une réponse, mais juste la réponse qu'il faut. Ça veut dire que je ne donne pas les informations intermédiaires. Qu'est-ce qui m'assure qu'à un moment donné, je ne reçois pas des requêtes différentes, de services différents, mais peut-être qu'ils vont coordonner ensemble dans la mesure d'obtenir des informations intermédiaires dont ils n'ont pas le droit? Alors, ça, c'est une très bonne question à laquelle on n'a absolument pas réfléchi. C'est-à-dire que, est-ce que par croisement d'un ensemble de requêtes autorisées, on arrive à en déduire une information qu'on aurait voulu protéger? Bon, c'est un problème en soi, c'est un problème d'inférence. Donc ce problème, il existe clairement. Nous, on n'a pas l'intention de l'adresser parce qu'on n'a pas de compétences particulières là-dessus, mais d'évidence, c'est un problème. Le croisement des résultats de N requêtes, il faudrait arriver à le gérer. C'est une évidence. Moi, j'avais une petite question sur le cloud personnel et la proposition de OwnCare, par exemple, fait l'hypothèse... La proposition, pardon, de OwnCare, c'est ça? Ah, OwnCare, oui. Ouais, fait la proposition de mettre une box qui contient des données à domicile, ouais. Et les requêtes et les calculs peuvent être distribués. Enfin, toute la proposition finalement de délocaliser la deuxième partie, sachant que le stockage est centralisé. Et il est dans une boîte, il est physiquement à un endroit. Est-ce qu'on n'a pas un intérêt aussi à distribuer la donnée, personnelle, de manière à mieux se protéger? Est-ce qu'il n'y a pas des approches qui proposent une distribution de la donnée pour éviter de se la faire piller, plutôt que de la mettre à un seul endroit avec un coffre-fort double clé? Si, il y a des solutions qui tronçonnent des données individuelles et qui vont les répartir sur N serveurs. Typiquement, ça existe, c'est une autre approche, une autre philosophie. Généralement, on ne va pas le faire sur un grand nombre de serveurs quand même, parce que ça devient très compliqué d'être capable d'évaluer des requêtes dans un temps acceptable quand on fait ça. Parce que là, l'avantage quand même, c'est que quand on veut la donnée, elle est présente localement, et donc le temps d'exécution est équivalent en fait au temps d'exécution d'une requête sur un serveur distant. Dès lors que je prends la même donnée et que je la fragmente en N morceaux, de telle sorte que chacun des morceaux, là, quand je fais ça, je fais l'hypothèse qu'en fait, les serveurs ne sont pas obligatoirement de confiance, on est d'accord. Simplement, j'ai coupé ma donnée en plein de morceaux. Pour qu'elle n'ait plus de valeur pour celui qui la stocke, c'est-à-dire que c'est chaque donnée élémentaire que je tronçonne. Enfin, les solutions qui sont proposées dans ce sens-là, c'est typiquement, je prends un attribut et je découpe la chaîne de bytes de mon attribut de telle sorte à en stocker un fragment sur le serveur 1, un autre fragment sur le serveur 2, et ainsi de suite.
Et pour arriver à faire une requête sur ce genre de données, ça coûte horriblement cher. Donc c'est la solution. Et le coût de la connectivité à l'ensemble de tous les serveurs qui pénalise la proposition. En fait. Comment? C'est le coût de connectivité à tous les serveurs qui pénalise. Le coût de connectivité, surtout la capacité à faire une requête. C'est pas juste aller chercher Enfin, il faut aller chercher les fragments, mais il faut aller chercher les bons, parce que je ne vais pas tout rapatrier. Quand je fais une requête, la problématique d'évaluer une requête base de données dans un temps acceptable, c'est pas de... Si je dois aller chercher tous les morceaux partout pour les recentraliser et démarrer ma requête, là, c'est juste pas imaginable en temps de calcul. Et faire un algorithme qui est capable de répondre à ma requête en se décentralisant lui-même, c'est super compliqué. Quand chaque fragment ne contient qu'un bout de l'information, mais pas une information qui est exploitable. Donc je ne peux même pas dire, je fais un bout de traitement sur tel serveur et je vais le combiner avec un bout de traitement d'un autre serveur, parce que chaque serveur n'a qu'une donnée inexploitable. Et si ma donnée elle devient exploitable sur ce serveur-là, eh ben, ça veut dire que ma protection n'est pas bonne. Et pour terminer sur la proposition pour le 78, cette box, en fait, elle est physiquement chez la personne. Ouais. Elle contient ses données, elle est sauvegardée quelque part. Si elle est perdue, si elle se casse, Alors, cette donnée, elle est aujourd'hui dans la première version, elle n'est pas sauvegardée, ce qui est une hérésie. Hein. Mais l'objectif, c'est qu'elle soit sauvegardée, chiffrée. Enfin, là, par contre, on a les solutions. Enfin, j'en ai parlé rapidement hein, de la problématique donc, de faire une archive chiffrée. Et donc, l'archive chiffrée, en toute logique, elle doit être hébergée sur un serveur externe avec une stratégie, en fait, qui permet de reconstruire. Donc, je vais pouvoir externaliser mon archive chiffrée, admettons, sur des serveurs du conseil départemental. Mais le conseil départemental n'a pas la clé qui permet de déchiffrer cette archive. Et l'utilisateur n'a pas non plus la clé. Et donc le principe qu'on a suggéré au conseil départemental pour la future version, hein, qui doit évidemment faire cette tolérance aux pannes, c'est que la clé qui permet de déchiffrer l'archive, on la fragmente. En fait, on fait un secret de Shamir partagé, où donc la clé est découpée, admettons, en n morceaux, et il faut au moins récupérer p morceaux parmi les n pour reconstruire cette clé. Et ces fragments de clés sont distribués dans d'autres PDMS. Donc c'est ça le principe. Donc ça veut dire que si je casse ma box, bah, il faut qu'on m'en installe une vierge. Et puis avec mes voisins vont m'aider à la reconstruire. Exactement. Les PDMS de mes voisins, pas les voisins directs, parce que même les voisins n'auront pas accès à ces fragments de clés. On distingue l'utilisateur de la box, qui a des droits restreints, du serveur qui est dans la box, qui, lui, a accès à des données auxquelles l'utilisateur n'a pas accès. Quoi. On va essayer de... J'avais une question justement par rapport à l'archivage. Parce que vous mentionnez plusieurs fois que j'ai l'impression que l'archivage que vous déduisez, que vous proposez, est en très forte corrélation avec le modèle que vous avez mis en œuvre pour le dossier médical. J'ai l'impression que c'est très proche. En gros, vous faites une archive des données qui sont contenues dans la box. Ouais. Donc ça ne représente jamais un énorme ensemble de données, j'imagine. J'aimerais savoir juste... comme aujourd'hui, potentiellement, les données passent leur temps à grandir. Et qu'en général, le modèle, c'est pas tellement de créer une sauvegarde, c'est de s'assurer que l'endroit où elles sont sauvegardées ne puisse pas être en panne, par exemple. En regardant les systèmes de fichiers répartis, etc. J'aimerais juste savoir si c'est pas une autre approche qui peut être éventuellement intéressante, et surtout si ça permettrait pas de faciliter cette gestion du chiffrement de la sauvegarde, puisque si on s'assure que le système de fichiers, que les données qui sont présentes sur le système de fichiers de toute manière sont toujours présentes, il n'y a pas moyen de les perdre. À ce moment-là, on se débarrasse du problème de la sauvegarde. Et oui et non, parce qu'en fait, disons que le problème, c'est que même si mes données, je les réplique sur, à nouveau, n serveurs sur le cloud. Je les mets dans un système NoSQL qui va me les répliquer autant de fois que je veux et qui me garantit donc un accès permanent. N'empêche que ces données,
Si je les réplique, il faut que je les chiffre. Et le problème, en fait, le problème de la tolérance aux pannes ici, c'est pas le problème finalement. Je suis d'accord avec vous, il y a plein de solutions pour s'assurer que les données ne seront pas perdues. Le véritable problème, c'est de garantir la tolérance aux pannes de la clé maître qui me permet de déchiffrer ces données. Et c'est juste ça, en fait, pour lequel il faut trouver une solution. Je suis d'accord avec vous que les données en elles-mêmes, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas un problème de volume non plus. C'est juste, même si je réplique mes données, du moins dans notre stratégie, cette clé maître, elle est enfermée dans le hardware sécurisé de la box. Si je perds cette box, je perds cette clé maître. Et il me faut un moyen pour la restaurer. C'est uniquement ça. En fait, le point dur, il est là. Bien. Bon, juste avant de se séparer, j'avais une question sur la partie, ce qu'on appelle données personnelles, donc une personne. En fait, en réfléchissant, en t'entendant parler, j'ai pensé à l'école de ma fille qui me transmet régulièrement des données sur un cloud. Alors, je n'ai pas regardé comment il était géré, et donc qui stocke des informations relativement à ma fille. Évidemment, donc c'est une personne. Il y a peut-être dans le RGPD des choses qui expliquent comment les données des enfants sont propriété finalement des parents, ou est-ce qu'il y a une version étendue de la personne qui existe, et comment on peut déléguer finalement des données générées par une entité personne à d'autres. Là, honnêtement, je n'ai pas la capacité de répondre, mais d'évidence, dans les textes, il y a des distinctions entre ta fille, tu en es légalement responsable, et de ce point de vue-là, en fait, je ne sais pas exactement ce que prévoit la législation, mais c'est un peu comme pour les personnes, typiquement pour les personnes qui nous concernent aussi auprès du conseil départemental. Elles sont il y en a dépendantes, qui sont grabataires, qui n'ont plus tous leurs moyens et donc qui sont placés sous tutelle. Bon. Et dans ce cas-là... Donc leurs données deviennent des données personnelles des gens qui ont la tutelle. Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que prévoit la législation, mais d'évidence... De toute façon, il y a obligatoirement un transfert de responsabilité qui s'établit dans ce cas-là. Qu'est-ce qui couvre exactement? Là, il faudrait demander à un juriste. Creuser un peu. Précis. Bien, merci beaucoup Philippe. Je profite juste avant qu'on se sépare pour vous indiquer que le prochain séminaire systémique aura lieu le 28 novembre. 28 novembre après-midi. Ce sera René Amalberti qui viendra nous parler de la gestion des risques. Voilà. Merci encore.